Et je voulais remercier les auteurs. Nous avons 2 étoiles là de la littérature française contemporaine. Merci d'être venu. Merci d'être à la librairie. Et sinon, Hervé Letelier. Diego, merci aussi d'être notre interlocuteur et notre modérateur. Diego, c'est un ami de la librairie depuis une trentaine d'années, même plus. Il était le professeur de français de ma mère qui a fondé la librairie. Donc, pour On un est en compte. famille. Mais je suis né au XXe siècle. Hein. Oui. Merci Matteo, aussi, l'Institut français, le Bureau du livre, qui fait un métier silencieux très important pour la diffusion de la littérature et de l'édition française en Argentine, en français et en espagnol, parce qu'ils ont un programme d'aide à la traduction qui s'appelle Victoria Ocampo, qui a permis de traduire une grande quantité d'ouvrages français en espagnol. Hein? Je ne sais pas combien d'ouvrages. Plus de 1000. Plus de 1000, voilà. C'est très important. Et merci à vous tous d'être là. Merci aux gens qui nous suivent par Internet. Merci aux libraires qui ont travaillé beaucoup pour organiser cet événement aussi. Je laisse la parole à Diego. Bon, merci beaucoup. Pour moi, c'est un grand plaisir de présenter deux grands écrivains que tout à l'heure, alors je leur disais que je les ai connus sur l'écran. Lorsque je visionne tous les mercredis la Grande Librairie, et donc naturellement que tous les deux m'ont énormément attrapé, et voilà que, alors non seulement il y a neige, sinon mais Monsieur Letelier, pour moi ça a été un travail, une tâche très difficile, parce que lorsque il y a Monsieur Iskovic, Ezequiel qui me passe un coup de fil et qui me dit tu vas interviewer et Neige et Hervé, donc moi je me suis dit quel est le rapport entre les deux quoi. Alors je ne savais pas. Mais ce matin, alors justement, lorsque je prenais ma douche, alors j'ai trouvé un lien. C'est-à-dire que la douche a été alors tout à fait importante. Alors tout à fait importante. Je vais commencer parce qu'on m'a dit qu'il faut commencer par les dames. Et alors je vais commencer par Neige. Et d'abord une petite introduction biographique. Et Neige est romancière française. Après une thèse, vous allez me corriger Oui, naturellement, oui, après une thèse en littérature américaine et des études poursuivies aux États-Unis et au Mexique, elle se consacre à l'écriture, exerçant comme traductrice et enseignante de littérature vacataire à l'université. Elle a publié plusieurs livres. En 2007, elle a publié son premier roman, ouvrage, un recueil de nouvelles, sous le titre La vie des rats. Après, vous allez me dire pourquoi. Elle sort ensuite un essai sur les figures du lecteur, intitulé Lectores entre líneas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Roberto Bolaño, Ricardo Piglia et Sergio Pitol, etc., qui lui permet de remporter un prix, alors très important. C'est très difficile à prononcer ce prix-là parce que c'est Kostakowski, C'est ça. justement. Et son premier roman, Le Camion, alors vous avez écrit, qui sort en librairie en 2018. Le 6 novembre 2023, Neige Sinon remporte le prix Femina. Vous étiez sur le listing des sélectionnés pour le prix Goncourt. Et alors, mais vous avez remporté le prix Femina pour le livre Triste Tigre, publié aux éditions POL. Le titre fait référence au poème de Tiger, alors de William Blake, n'est-ce pas? Je vais lui poser des questions. Je ne vais pas rentrer ponctuellement dans des moments très difficiles, mais je vais vous poser des questions générales, alors pour que vous puissiez vous épancher. Alors, Triste Tigre, madame, est-ce un récit, un témoignage, ou simplement vous racontez ce que vous avez vécu? Alors, c'est un livre qui essaie de définir son genre au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça n'est pas... c'est pas un genre stable, ça fait partie de l'aventure de la lecture de se poser la question, c'est quoi ce livre? C'est une des solutions que j'ai trouvées pour que ce soit
pour qu'il y ait en même temps un plaisir de la lecture qui soit très, comment dire, un peu superficiel, pour contrebalancer, je crois, la difficulté et la douleur qu'entraîne le sujet du livre, puisque c'est un livre sur des violences sexuelles faites aux enfants, qui raconte des violences que j'ai subies, pour ne pas me trouver tout le temps dans cette obscurité du récit et même de l'analyse. Même quand on analyse et quand on réfléchit sur ces sujets, il y a quelque chose de très noir, de très dur. Et je pense que le fait que j'ai désamorcé un peu cette difficulté en mêlant, je prends au sérieux ce défi aussi de rester dans cette obscurité. Je fais pas semblant, mais j'ai superposé on va dire des dynamiques plus ludiques. Et le fait que le genre ne soit pas clair et qu'on doive se poser la question je pensais que c'était un récit, mais là ça a l'air d'être autre chose. C'est comme une façon d'aller et venir dans cette obscurité, de s'en éloigner un petit peu et d'y retourner en même temps. Et évidemment, il y a aussi un questionnement chez moi toujours sur ce que produit une décision esthétique. L'esthétique, la linguistique, ça produit des choses sur la personne qui lit. Et ces choses-là, c'est ça la politique de la littérature. La politique de la littérature, c'est pas ce que je vais vous dire sur les violences sexuelles faites aux enfants. L'aspect politique de ce livre, pour moi, c'est ce qui se passe quand on le lit. Et donc, de ne pas définir le genre, c'est aussi c'est un argument, disons. C'est déjà une forme de conversation sur le sujet. Et surtout, votre livre et votre texte a différents registres. Il y a différentes formes. Il y a des portraits, ma vie en mélodrame, ce dont vous parlez, ma vie en fait divers, les analyses du texte. Il y a comme un compte rendu au tribunal aussi, n'est-ce pas? Et il y a des articles de presse. Alors moi, je l'ai trouvé tout petit ici dans le livre. Oui, dans le livre et alors, en français, justement, alors moi, je trouvais, lorsque vous avez décidé de mettre dans le livre cet article-là, qu'est-ce que ça a éveillé chez vous? Et pourquoi? Parce que c'est tant de calvaire pour une fillette. Et alors, c'est quand même, ça en dit long. Et alors, pourquoi vous avez décidé de... Il y a toujours deux raisons il y a toujours plusieurs raisons pour les choix des choses que j'ai tissées dans le texte. Et d'ailleurs, en espagnol, je voulais pas que ça soit tout petit. Déjà, c'est en français, donc on peut pas le lire. Donc, je l'ai traduit et je l'ai inclus dans le corps du texte. Parce que ça n'est pas qu'une illustration. Et c'est effectivement intéressant, le texte lui-même. Tout à fait. Et on peut analyser un texte journalistique avec aussi un œil de spécialiste de la littérature, voir quelle est... Alors, il y a de l'information. Cet article me permet d'introduire dans le livre une information que j'ai pas envie de donner par ma propre voix. J'ai pas envie de raconter le calvaire de cette fillette par ma propre voix, parce que je trouve que c'est trop dur, et pour moi et pour le lecteur. Et donc j'introduis, comme je disais tout à l'heure, un espèce de jeu, ou en tout cas une manière détournée d'amener cette information, et de diluer un peu la violence de cette information dans des considérations qui ont plus à voir avec la langue. Et donc, évidemment, c'est un article qui a été publié en 1999. Donc, la langue journalistique en relation aux faits divers, parce qu'en France, on appelait cette section-là à propos des... Je sais pas comment on dit en Argentine, mais au Mexique, c'est la presse jaune, quoi. Oui, ici aussi, alors en quelque sorte. Et on... Oui, la presse jaune, oui. C'est-à-dire une section où il y a les faits divers sanglants, ou les trucs un peu il y a de meurtres, morbides. Oui, c'est ça. Et justement, parce que vous le dites, c'est difficile de relater simplement des faits, n'est-ce pas? Il y a un mot que j'ai souligné là. On imagine que cette jeune fille va beaucoup mieux depuis qu'elle l'a dit. Maintenant qu'elle partage avec d'autres son lourd fardeau. Oui, mais c'est ce qu'il dit le journaliste. Le journaliste, on ne peut pas raconter que des faits, ni lui ni moi. Et ce journaliste, il a choisi, mais
Je le critique, mais gentiment, parce que c'est quand même assez rare qu'un journaliste s'intéresse à un fait divers comme ça. C'est pas le procès Pellico, hein. C'était moi, ma famille, mes profs et les 3 personnes qui ont su qu'il y avait ce procès. Donc c'est quand même un journaliste qui s'est dit « Je veux rendre publique cette affaire ». Je pense qu'une affaire de viol d'une petite fille qui choisit de faire un procès public plutôt qu'un procès à huis clos, ça vaut la peine de faire un article là-dessus. Donc évidemment, j'ai un œil un peu critique par rapport à la façon dont il aborde ce sujet, mais aussi c'est toujours un mélange, c'est toujours un peu trouble, quoi. Et donc oui, il aborde ce sujet avec le filtre, avec la façon dont on regarde ces histoires à l'époque. C'est une façon assez pathétique, on va dire, et toujours avec cette idée que grâce à la justice ou que grâce au fait d'avoir parlé, cette pauvre petite fille malheureuse va aller mieux. Et donc effectivement, il compare. Alors qu'il aurait pu essayer de s'en tenir aux faits. Il y a déjà une interprétation des faits. Il y a déjà une interprétation des faits de sa part de dire cette jeune fille parle à sa mère pour se libérer de son lourd fardeau. Et j'ai beau être respectueuse et être reconnaissante à ce journaliste d'avoir voulu ébruiter cette affaire, quand je lis ça, ça me met en colère. Parce que il s'en rend pas compte, mais ce que veut dire cette phrase pour moi, la personne qui a porté plainte et qui lit ça, je me dis, il a rien compris, il croit que je fais ça pour moi-même. Voilà. C'est-à-dire, je fais ça, je porte plainte, je parle aux autres pour me libérer de ce lourd fardeau. Et ça veut dire quoi? Je le donne. Je veux pas le porter moi-même et donc je m'en débarrasse Voilà. en le mettant sur les épaules des autres, en rendant responsable la justice et les personnes à qui je parle de ce fardeau. Et c'est l'inverse de ma démarche. Ou alors, si c'est peut-être pas l'inverse de ma démarche, mais comme j'ai pas fait de psychanalyse et tout ça, je suis pas d'accord pour reconnaître cet aspect-là en premier, en tout cas. Je suis persuadée qu'au moment où je porte plainte et au moment où je demande un procès public, c'est pas pour moi. Ou alors c'est pour moi en tant que membre de cette société malade à qui je veux dire regarde ce que tu fais, quoi. Donc c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est une démarche collective. Et donc je me sens un peu insultée, je me sens un peu incomprise par cette expression de lourd fardeau. Oui, alors vous le dites à la fin du livre. Alors justement, il y a un paragraphe qui est frappant sur ce point-là. Et justement, le fait de parler, de témoigner, de raconter, tout cela, c'est à quel prix? Qu'est-ce que vous voulez dire par cette question? D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça, pour vous, non? Alors, et sur vous-même, alors ça a ramené, apporté, alors quoi, des positifs ou des négatifs? Oui, c'est vrai que dans un livre autobiographique, on a tendance à s'imaginer que il y a comme une espèce de sacrifice de quelque chose qu'on aimerait ne pas exposer, mais qu'on est obligé d'utiliser comme matériel. Mais en réalité, on fait ça aussi dans la fiction. Simplement, c'est pas aussi net, c'est pas aussi évident. C'est curieux parce que oui, je me mets en danger en racontant des choses qui sont considérées honteuses par la société et il y a quelque chose d'humiliant à aller dans le monde, dans les librairies en tant que victime de viol. Mais de toute façon, quand on écrit, je crois toujours, on se met en danger. Et c'est un risque. C'est un risque, mais cette question-là, elle a d'autres... Moi, je trouve toujours intéressant qu'on se questionne, comme disait Bolagno, sur le pourquoi de nos questions. Pourquoi on se pose cette question? C'est qu'il y a aussi dans la société d'aujourd'hui l'idée que les artistes
utilisent leur vie personnelle pour faire de l'argent. La question du prix, c'est ça aussi. À quel prix? En échange de quoi? Je crois que cette idée-là, elle est intéressante et elle est un peu bizarre. Et je crois qu'en relation aux expériences traumatiques racontées par des femmes, c'est un argument patriarcal qui, on ne s'en rend pas compte, mais qui est là pour nous faire taire. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de ramener toujours l'idée que c'est pas très propre d'utiliser ton traumatisme pour faire une œuvre d'art et éventuellement une œuvre d'art qui en plus va attirer l'attention morbide du public. Et donc je trouve intéressant qu'on circule dans ces choses-là qui... Et moi-même, moi aussi, je suis pas en train, à nouveau, par rapport à la même chose que ce journaliste, je suis en train d'accuser une société qui me... et moi, je serais blanc comme neige, c'est pas du tout comme ça. Moi aussi, j'ai ces idées-là à l'intérieur de la tête et j'essaie de les comprendre. Et dans beaucoup de passages du livre, j'essaie vraiment honnêtement d'essayer d'observer de près des idées, comme on peut observer de près quand on essaie de décrire quelque chose, quoi. Observer de près une idée. Et pareil que ce journaliste, on ne peut pas simplement décrire cette bouteille. Si je commence à décrire quelque chose, à décrire n'importe quoi, à décrire cette rencontre, ça va dire des choses sur mes a priori par rapport à plein de choses et ma relation au langage. Et dans le livre, je fais ça. Dans le livre, j'essaie de guider par des sensations qui sont des choses qui m'énervent, des exaspérations par exemple, du dégoût, de la tristesse. Les idées nous provoquent des émotions et ces émotions, ça peut devenir aussi comme des fils conducteurs pour interroger des choses. Je vais reprendre l'adjectif que vous avez utilisé tout à l'heure, bizarre. Alors justement, à la page 52 de votre livre, il y a un petit paragraphe qui dit « Amis lecteurs, amis lectrices, ma semblable, ma sœur, ça m'a beaucoup frappé. Voici donc un aveu que je me dois de te faire. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes. Il n'existe qu'au-dedans. En relisant cette première page, je constate la répétition constante de l'adjectif bizarre. Oui, ce truc, mon ami, ma sœur, c'est une référence à l'adresse au lecteur de Baudelaire, mélangée avec le poème Le Voyage. Quoi, de voyage, oui. Mon ami, ma sœur, songe à la douceur. Parce que je trouve ça intéressant aussi de jouer avec des références partagées avec le lecteur. Et partagées ou pas d'ailleurs, parce que si on ne les voit pas, c'est pas important, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui nous trottent dans la tête parce qu'on a une espèce de culture commune. Et que cette adresse dans Les Fleurs du Mal, c'est quand même l'idée que ni l'auteur ni le lecteur ne sont exempts de tomber à un moment donné dans le mal qu'on essaie de décrire. Donc il y a aussi cette espèce de... Vous finissez le livre en disant « ne pas tomber, ne pas tomber ». Voilà, oui. Oui, c'est ça. Parce que dans tout le livre, j'essaie de construire cette relation avec la personne qui lit, qui n'est pas une relation où je me mets pas au-dessus, mais je me mets pas en dessous non plus. J'essaie, et des fois je suis au-dessus, des fois je suis en dessous. Des fois je vais dans des endroits où je veux pas aller, et j'essaie de construire cette espèce de voie du milieu, aussi dans le contrat de lecture. Donc là, dans ce passage-là, c'est justement un moment où le lecteur n'est pas mon ami. Oui, c'est ça. Où j'essaie de le ramener à une relation comme ça. Il n'est pas mon ami parce qu'il est en train de tomber dans une lecture. C'est ce que je m'imagine, c'est ce que je projette. Mais c'est un passage du livre où j'essaie de dire c'est pas mon journal intime. C'est pas mon journal intime. Même si c'était mon journal intime que je vous présente comme si ça l'était, si je le publie, ça n'est plus un journal intime. Là, c'est une construction et je choisis ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous livrer mais ce qui se passe dans mon petit cœur, c'est pas exactement comme ça.
Et donc, à ce moment-là, si je dis mon semblable, ma sœur, c'est parce que je veux qu'il redevienne mon ami, qu'il ne soit plus dans cette relation-là de quelqu'un qui est en train de lire le journal d'intime de quelqu'un d'autre. Il y a quelque temps, j'ai en train de visionner La Grande Librairie, Régis Geoffrey, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui, il a dit une phrase que je l'ai prise comme devise personnelle. Le fictionnel sauve quand la réalité tue. Donc, et moi, j'ai pensé plutôt, alors sur les plans, en ce qui me concerne, sur le plan social, alors n'est-ce pas? Mais justement, il y a une question. La littérature, pour vous, vous a-t-elle sauvé, en quelque sorte? Ça a été résiliente? Alors, dans le livre en français, j'ai choisi de le mettre sur la 4e de couverture pour effectivement un peu désamorcer cette croyance tellement répandue. À nouveau, une attente à propos des récits sur le trauma. Il faudrait finir tous les récits sur le trauma, par bon, tout va mal, j'ai pas eu de chance dans la vie et tout, mais heureusement, la littérature m'a sauvée et grâce à ce livre, tout va bien se passer pour moi comme pour mon lecteur. Et je trouve ça super que ça existe. Et moi aussi, j'ai été dans cette élévation à la fin de ces livres, puisque en plus de ça, je suis une lectrice et que ça me parle, cet espoir d'être sauvée par le livre et que l'art remplace la spiritualité en faisant que finalement toute cette horreur, ça valait quand même la peine puisque maintenant on a une œuvre d'art. Je sais de le déconstruire dans le livre. Et donc, non seulement voilà, il y a un passage du livre où je dis la littérature m'a pas sauvée, mais j'ai voulu le mettre sur la 4e de couverture pour qu'on ne parte pas dans la lecture avec cette attente-là, ce truc-là. Mais bien sûr que la littérature m'a sauvée, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oui, la lecture, quand j'étais petite, découvrir sa vocation quand on est depuis l'enfance. Savoir qu'il y a un truc qu'on aime et qu'on va aimer toute sa vie. Et c'est vrai que ça nous sauve. Ça nous sauve de quoi? Ça nous sauve peut-être de... errer dans la vie. Mais bon, ça veut dire quoi, cette image de la salvation, là, ce truc judéo-chrétien qui met aussi la victime a priori au même endroit que le bourreau, c'est-à-dire des âmes en peine qui ont besoin d'être sauvées, quoi. Pourquoi est-ce qu'on considère a priori qu'une victime a besoin d'être sauvée? Voilà, toutes ces choses-là, je les questionne dans le livre et je les résous. Oui, on vous l'a dit. Oui. Donc, parce que la résilience, alors en fait, c'est quoi pour vous? Alors, si on revient un peu aux origines du concept qui a été amené par Boris Cyrulnik en France, la résilience, c'est un concept très complexe et très intéressant qui consisterait à dire que nos blessures ne sont pas nécessairement des violences qui nous annihilent, mais qu'on peut continuer à vivre avec une plaie ouverte et que les êtres humains et la nature sont capables de continuer à fabriquer de la vie avec de la mort à l'intérieur. Mais l'utilisation contemporaine de ce mot-là, c'est devenu contre-productif dans le discours écologique de dire les structures sont résilientes, la nature est résiliente et tout ça, c'est quand même contre-productif parce que ça justifie le fait de allez, on continue à balancer des pesticides et la nature va s'en sortir. Cette espèce de foi dans ça va aller quand même. Ouais. Donc, et dans le cas des victimes de violences sexuelles, c'est devenu une espèce d'injonction d'attendre de la part des victimes que leur mission dans la vie, c'est de s'en sortir. Et c'est aussi une idée que j'essaie de déconstruire. Mais ça ne veut pas dire que je m'inscris contre. Il y a des gens qui vont sur ce chemin-là et pourquoi pas. Mais on n'est pas obligé d'aller tous dans le même chemin, quoi. Je trouve que les injonctions, une fois que ça devient
une seule lecture possible du destin de quelqu'un qui a vécu des violences similaires à celles que j'ai vécues moi, c'est tellement réducteur. Et en plus de ça, le danger de cette idée, encore une fois, j'observe simplement une idée de près et j'ai l'impression que le danger de cette idée que c'est bien d'être résilient, quelle image ça renvoie aux gens qui ne sont pas résilients, aux gens qui ont une perception d'eux-mêmes comme moi en fait je m'en sors pas, la littérature me sauve pas, mais l'amour me sauve pas, mais rien ne me sauve. Et est-ce que ces gens-là doivent se sentir coupables de ne pas être résilients ou inférieurs aux autres parce qu'ils ne sont pas résilients? Donc voilà, j'essaie d'observer de près ça pourrait aller de soi que c'est un concept positif, la résilience, et ça devrait. Mais dès qu'on massifie un concept, ça devient dangereux en fait. Ça veut dire qu'on crée une voie unique qui devrait être celle de tout le monde. Et là, je parle d'un sujet qui est quand même, tellement complexe. Il y a tellement de situations possibles. C'est presque un sujet universel. Hein. Une personne sur 10, c'est-à-dire que ça concerne pratiquement tout le monde. Et si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne quelqu'un que vous connaissez. Donc, on ne peut pas avoir une voix unique sur un sujet qui touche des centaines de milliers de personnes tout le temps. Vous savez, madame, que moi, je suis argentin et donc le fait, parce que si j'ai bien compris, vous avez dit que vous n'avez jamais entrepris la voie de la psychanalyse, n'est-ce pas? Alors, vous savez très bien qu'en Argentine, alors il y a autant d'habitants que de psychanalystes. Alors, ça, c'est vrai. Donc, pourquoi vous n'avez pas entrepris? Alors, pour comprendre, ne serait-ce que cette plaie ouverte. Oui, ça, c'est pas présenté, c'est ce que je raconte dans le livre. Je suis ni pour ni contre, ça s'est pas présenté. Dans mon milieu, franchement, j'ai jamais entendu parler de psychanalyse. Personne n'allait voir un psy, ni psychanalyste, ni psychologue. J'ai rencontré des gens extrêmement incompétents dans le cadre des démarches que j'ai fait. Le psychologue, si vous voyez le rapport, je lui ai demandé Oui. au moment de l'écriture du livre. C'est costaud, c'est costaud. Donc, ça m'a pas donné envie, quoi. Hein, vraiment. Les relations que j'ai eues avec des psys, c'est donc le psy qui a été, je sais pas comment ça s'appelle, celui qui a... Expert, voilà, merci. Ouais. Cet expert qui fait une analyse de pourquoi je me suis laissée, je me suis laissée devenir une proie et qui donc analyse ma psyché à moi au lieu d'analyser la psyché de mon violeur. Enfin bon, vraiment un truc assez délirant. Et un autre psy, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, quand j'ai parlé à ma mère, elle était sidérée, comme beaucoup de personnes qui découvrent que l'histoire de leur vie qu'elles se sont racontées, il manque un élément, il y a un élément qui fait qu'on doit redéfinir tout. Elle n'arrivait pas à y croire et en même temps elle voulait me croire. Et elle était sous emprise de mon beau-père. Bref, elle n'a pas imaginé tout de suite la solution elle ne pouvait pas le quitter, elle n'arrivait pas à le quitter. Mais elle lui a dit tout de suite, tu es malade, il faut que tu te soignes. Donc elle est allée tout de suite chez un psychologue, pas un psychanalyste, mais un psychologue, que je cite dans le livre, qui est d'ailleurs la seule personne qui a écrit après qui voulait réclamer que j'écrive un errata dans le texte et qui me menaçait d'un procès pour diffamation, parce qu'il a été vexé que je change son nom de famille, parce qu'il s'appelle Replumaz dans la vraie vie, et donc je l'ai appelé Plumage dans le livre. Parce que Plumage. Plumer quelqu'un, c'est l'arnaquer, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Et il s'est senti vexé. C'est quand même gonflé de se sentir vexé, parce que c'est quand même quelqu'un qui reçoit une personne qui avoue avoir violé sa belle-fille pendant 7 ans, et qui dit à la famille, mais c'est mieux de pas divorcer parce que c'est mauvais pour les enfants. Donc, voilà, les rencontres que j'ai eues avec des gens un peu... Alors, c'est vrai que c'est pas un psychanalyste. Psychanalyste, franchement, j'ai rencontré la psychanalyse dans mes études littéraires et je trouve ça absolument fabuleux, mais ça s'est juste jamais produit. Mais pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai que je pense aussi, comme beaucoup de gens qui ont été victimes de personnes en position d'autorité, j'ai beaucoup de mal avec les patrons, les profs, les médecins. J'ai des relations très, très, très conflictuelles. Il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui je me sente vraiment bien. Et ça ne m'est pas arrivé. Mais je ne suis pas du tout contre, au contraire. J'adorerais, et j'adore même dans
dans les récits, il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui n'est sûrement pas encore en espagnol, mais qui a eu beaucoup de répercussions en langue anglaise, qui s'appelle Trauma Plot, d'une femme qui s'appelle Jamie Hood. Et elle inclut dans son livre ses conversations avec son psy, où elle raconte ses rêves et tout. Donc ça doit être un psychanalyste quand même. Et je trouve ça génial comme forme. Et je pense que j'ai été influencée par cette forme malgré moi, puisque on est baigné quand même dans cette forme-là. Et la conversation et la dialectique de la conversation, tout ça, ça m'intéresse, mais ça m'est pas arrivé. Et je voulais, encore une fois, mon chemin n'est ni bon ni mauvais, c'est un chemin parmi d'autres. Et ça existe aussi, les gens qui vont pas voir de psy, en fait. Et c'est un chemin... Avant Freud, par exemple. Au 19e siècle. Voilà. Et avant de passer à l'autre livre, j'aimerais bien que vous lisiez. Je pourrais parler de Freud peut-être rapidement aussi, oui, puisque c'est là. Attention, il y a pas mal de psychanalystes. Mais oui, mais enfin bon, vous connaissez donc sûrement l'histoire mieux que moi quand même, hein, mais j'ai été récemment dans un congrès où une étudiante présentait quand même le cas de la négation de la part de Freud des violences sexuelles qu'il a observées chez ses patientes et la transformation de cette information qui lui semblait insoutenable, comme c'est pas possible que toutes mes patientes aient été abusées, puisque c'est pas possible, puisque je veux pas que ça existe, je le transforme en elles ont sûrement inventé ça parce qu'elles avaient envie de coucher avec leur père. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile à entendre aussi en tant que victime, c'est des gens qui vénèrent cette construction mentale dans les mains de qui je vais me soigner. Alors moi, je n'avais pas exactement cette information, mais quand même, j'avais l'impression que si j'allais voir un psy, on allait me ramener à, comme l'a fait cet expert, à résumer mon affaire à un désir inconscient que j'aurais formulé, que ça arrive, quoi. Alors que, bon, moi, je savais quand même... on ne sait jamais rien, mais ma perception était très clairement que c'était une violence qu'on m'avait imposée et que ce truc-là, que mon beau-père utilisait aussi pour me manipuler, j'avais pas envie d'être dans cette lecture, parce que c'est une lecture, dans cette lecture de la situation, on va dire. Je ne sais pas, je vous pose une question, parce que peut-être vous avez lu les livres de Madame Springora, Le consentement, vous l'avez lu, et aussi de La famille grande, alors de Kouchner. Et donc, il y a cette idée-là aussi du pouvoir et le mutisme de la victime, quoi. Et alors, c'est hyper intéressant, mais quand même, votre livre est frappant. Merci. Alors, et justement, j'aimerais bien que vous lisiez, parce qu'on va passer à l'autre livre. Alors, cette petite partie-là... Non, on va passer à Hervé, non, au bout d'un moment. Non, parce que sinon, alors je saute du coq à l'âne, quoi. Alors, on comprend jusqu'à la fin. D'accord. Donc, c'est la fin du livre. On apprend à vivre, mais c'est pas une conclusion. Parce que là, du coup, si je lis ça là maintenant, ça va donner l'impression que c'est une conclusion du livre et qu'on a... Voilà, le livre pourrait continuer après ça. On apprend à vivre en sachant que ce monde sera toujours là, au détour du chemin. C'est un monde où victimes et bourreaux sont réunis. Je crois que ce sont les mêmes ténèbres, ou presque les mêmes. C'est un monde où l'on ne peut pas ignorer le mal. Il est là, partout, il change la couleur et la saveur de toute chose. L'ignorer ou l'oublier n'est pas une option, car plus on le fuit, plus vite il vous rattrape. Mais on peut se maintenir au bord sans y pénétrer. Apprendre à rester sur le seuil de ce monde, voilà le défi. Marcher comme des funambules sur le fil de nos destinées. Trébucher, mais encore une fois, ne pas tomber. Ne pas tomber, ne pas tomber. Super. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la réalité. Allez, d'accord. À la réalité, tous azimuts. Hein?
et deux jeunes femmes qui font un voyage un peu bizarre, étrange. Alors, une folie, quoi. Alors, une folie fantasque avec Maga, votre amie espagnole, n'est-ce pas? Un voyage que d'un côté, quand j'ai commencé à voyager avec vous, ça m'a énormément intéressé parce que je ne connais pas le Mexique. Et je crois que à travers la lecture et au travers de vos mots, ça m'a fait rappeler un tout petit peu quelques écrivains alors qui ont décrit des pays, des paysages, des villes, etc. Et lorsque je les ai connus, je les connaissais déjà. Alors, même le peyote, alors, n'est-ce pas? Maga, Barbara, Marcos, le zapatisme, un côté historique aussi. La folie, le grand Antonin Artaud. Vous faites allusion à l'Ecclésio aussi. Et vous décrivez très bien le courage de Maga. Alors, n'est-ce pas? Et en quelque sorte. Pourquoi ces voyages-là? Déjà, c'est bizarre et oui et non. Je m'inscris dans une tradition littéraire très claire de l'écrivain qui va vers qui pense que la chose première, c'est la vie, c'est la Beat Generation. Et même la relation avec ma copine, je pense à Kerouac, qui s'inspire de ses amis sur la route. Enfin, je m'inscris directement dans... oui, c'est un voyage personnel et c'est un récit de voyage et plein d'anecdotes qui sont vraiment arrivées avec ma vraie copine. Mais même au moment du voyage, on s'inscrit dans une tradition littéraire. On ne peut pas faire autrement. Surtout moi qui suis une étudiante de littérature et tout ce que je fais, ça s'inscrit là-dedans. Mais j'ai voulu aussi dès le début, évidemment, puisque c'est un voyage et que truc assez bizarre qui m'est arrivé quand j'ai commencé mes études de lettres, ma première vraie découverte littéraire, c'est Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Et donc là, rien à voir, je ne veux pas du tout écrire un voyage au bout de la nuit, mais il y a, au fond de moi, il y a aussi ce questionnement-là sur l'exploration de la laideur du monde. Il y a quand même ça aussi, il y a Au cœur des ténèbres, il y a tout ça. Donc le livre commence par un pastiche de Voyage au bout de la nuit, où le personnage, c'est-à-dire là c'est moi, c'est un texte autobiographique qui raconte qu'elle fait ce voyage mais qu'elle n'a pas vraiment décidé, que c'est sa copine qui voulait et qu'elle est partie avec cette copine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du début de Voyage au bout de la nuit. Oui. Et ça commence par « ça a commencé comme ça ». Donc c'est aussi une espèce de pastiche ou de référence à « au début était le verbe ». On s'inscrit dans une chose de très haute littérature, de très haut spirituellement. Et puis il redescend sur terre et il dit moi j'ai pas voulu, c'est Arthur Ganache qui m'a convaincu, qui m'a entraîné. Et ça devient tout de suite cocasse. Et donc voilà, effectivement c'est un récit de voyage, mais c'est toujours... comment faire pour ne pas être tout le temps en train de nager dans des gens qui ont écrit avant nous, qui ont tracé ces chemins avant nous. Et le défi que je me lance ici, c'est que quand même toute cette littérature-là, la littérature de voyage, le récit de voyage, le récit anthropologique, c'est une littérature écrite par des hommes blancs. Et comment je vais faire pour rendre hommage à tous ces maîtres, à toutes ces lectures qui m'ont guidée, qui m'ont permis de voyager avant de voyager, tout en essayant de ne pas m'inscrire dans ce schéma qui est quand même un schéma de domination coloniale. Je fais un voyage dans un pays étranger et je prends ce qui m'intéresse et puis je le ramène chez moi et je le partage avec mes amis blancs. Et donc comment je vais faire? Alors bien sûr que je ne vais pas résumer, enfin c'est pas que ça, mais disons qu'il y a une attraction pour cette forme et quelque chose de répulsif aussi qui va, comme dans Tristotique, jouer dans une conversation implicite avec le lecteur de comment on va faire pour construire ce livre.
Parce que vous avez dit à un moment, je suis arrivé au monde indien par la porte la plus invraisemblable, la plus saugrenue, la plus insensée, qu'a été pour moi la poésie de ce voyageur hors du commun. J'avais lu Le théâtre son double, une partie de la poésie d'Artaud, des fragments des carnets qui commençaient à être publiés, et les voyages au pays de Tarahumara. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre de prendre comme guide de voyage Antonin Artaud. C'est quand même un peu fou, non? Voilà, c'est quand même un peu... Mais bon, c'est arrivé comme ça. Je connaissais un peu l'œuvre d'Antonin Artaud parce que j'avais fait un projet de thèse sur plusieurs poètes, dont Antonin Artaud. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée au Mexique un peu par hasard, j'avais des images préconçues du Mexique. Pas seulement Antonin Artaud, mais quand même, c'était important ce monde intérieur, ce voyage intérieur qui rencontre le voyage réel au moment où j'arrive au Mexique. Et ces lectures-là vont s'enrichir d'autres lectures et aussi du réel, quoi. Mais oui, Antonin Artaud, c'est une drôle de porte. C'est une drôle de porte parce qu'en plus de ça, quand on creuse un peu, même si on a des témoignages et il y a des archives, il y a des trucs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ce voyage en 1936 où il est censé être allé au pays des Tarahumara, comme il l'appelle lui, dans une région du nord du Mexique, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc c'est peut-être une fiction, ou en partie une fiction. Et c'est bizarre d'avoir un guide de voyage qui est très certainement quelqu'un qui invente une partie de ce qu'il raconte. Il se peut qu'il y ait de la fiction dans la folie. Ou de la réalité. Ou de la réalité. Alors c'est vrai. Qui peut le savoir? C'est-à-dire que pour lui, ce que disent les spécialistes d'Artaud, qui disent pourquoi est-ce que vous remettez en question constamment la véracité de ce qu'il a dit, le pacte de lecture avec Artaud, c'est de faire ce qu'il demande. Et il demande qu'on le prenne au pied de la lettre. Et donc il y a vraiment un débat qui... Alors moi je trouve ça magnifique que des débats aussi pointus puissent faire que des gens se fâchent et tout, mais il y a vraiment des spécialistes d'Artaud ou des amoureux d'Artaud qui sont extrêmement fâchés les uns contre les autres, parce qu'il y a ces deux versions-là. La version de Leclésio qui s'est mis à dos toute l'intelligentsia mexicaine et les Français au Mexique pour avoir osé dire peut-être qu'en fait il invente un peu. Peut-être que... et ça n'est pas grave. Et ce qui est important, ce que nous avons aujourd'hui entre les mains, c'est ce qu'il a fait de ce qu'il a vu. C'est ce voyage-là. Et donc, Leclésio émet cette hypothèse que c'est peut-être pas la peine qu'on sache si c'est vrai ou pas. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette nécessité en tant que lecteur de se dire quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux voilà, ça c'est une posture possible. Et il y a d'autres lecteurs, lectrices qui disent mais cette posture-là, c'est la posture qui a enfermé Artaud dans la solitude dans laquelle il a été en l'enfermant en hôpital psychiatrique, en disant ce que vous racontez, ça vous fait du mal. Hein, et fabulé. Enfin, il relie, disons, cette attitude-là de douter, mais en même temps, comment ne pas douter quand on lit les trucs d'Artaud? Ça semble complètement fou. Je connais une fille qui est aujourd'hui devenue mon amie, mais on n'était pas amis, qui a fait une enquête sur le voyage d'Artaud. Il fait quand même des choses assez farfelues et extraordinaires. Il va en Irlande toquer à la porte de prêtres pour leur rendre une épée que quelqu'un lui a donnée à Cuba en disant que c'est l'épée de Saint-Pierre ou je ne sais quoi. Bon, c'est sûr que c'est très très différent du monde rationnel dans lequel moi je navigue en tout cas. Donc c'est sûr que j'ai une tendance à me dire quelle est la part du délire dans cette aventure-là. Et j'ai pas l'impression de manquer de respect à Artaud, mais en même temps je comprends l'attitude des autres, des spécialistes. Cette quête, ce voyage
En définitive, ça me fait penser à la phrase Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Et vous comprenez très bien ça. Et alors, en définitive, je crois que le livre, sur ce point-là, ça m'a éveillé beaucoup d'idées sur cette phrase-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je me suis permis d'utiliser cette phrase qui est un cliché, qui est devenu tellement rebattu. Mais encore une fois, les clichés, les lieux commencent intéressants et je l'observe de très près. Et dans le livre, elle revient plusieurs fois et elle acquiert différents sens. Parce que le livre a l'air d'être un récit de voyage et tout ça, mais depuis le départ, j'ai deux objectifs. J'ai cette histoire de récit de voyage, d'écrire un livre un peu à la Bolaño sur cette époque de jeunesse qui n'est plus un espèce de... Oui, de livre qui ressuscite des fantômes d'un moment heureux. Mais je vais aussi, depuis le départ, vers un texte de formation politique qui essaie de décrypter un peu ce que j'ai l'impression d'avoir appris au contact de la lutte zapatiste. Et donc cette phrase-là, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, depuis le début en fait, mais je ne le dis pas. Elle est en relation avec la dynamique de la lutte politique zapatiste telle que cette personne, ce personnage que je fais de moi-même l'a vécu au Mexique, qui est donc de partir de l'expérience, que l'expérience est première. Et je trouve ça très intéressant pour des luttes politiques qui ont été très théorisées, qui viennent de la théorie. Le sous-commandant Marcos, il vient de la théorie, voilà. Il vient du marxisme, et lui-même raconte dans ses écrits que c'est au contact des communautés et dans la lutte réelle qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas fonctionner d'imposer des idées théoriques au réel, mais que ça devait être au moins un échange, ou que même ça soit l'inverse. Que ce soit la réalité, l'expérience, la nécessité que nous trouvons dans nos luttes au quotidien qui soit la base pour créer des idées. Et donc voilà, cette phrase, elle peut aussi être interprétée dans ce sens-là, c'est-à-dire el único camino es el andar, no hay otro camino que andar. Sinon, c'est imposer une grille de lecture qui réduit l'expérience, la complexité du réel à deux, trois lignes mathématiques. Je reprends, alors ça va être l'une des dernières questions. Alors, je pourrais passer 1h30, 2 heures en train de parler avec vous parce que ce livre-là est fascinant. Certains de mes amis disent que la double culture est une richesse, un plus. Il ne faut pas dire que tu n'es ni d'ici ni de là-bas, mais que tu es à la fois d'ici et de là-bas. En quelque sorte, alors on peut enclencher cette idée-là, alors justement que vous venez de dire, n'est-ce pas? Alors... C'est aussi une polémique, hein, c'est aussi une chose irrésolue, mais j'ai beaucoup fantasmé sur... Moi-même, je ne suis pas bilingue. Alors, je viens d'une famille d'immigration, mais dans laquelle les langues... Ma mère ne parlait pas la langue de sa mère, mon père ne parlait pas la langue de son père. Donc c'est une relation complexe au fait d'être troisième génération de famille de migration, parce que j'ai fantasmé le fait de parler une langue étrangère. À l'école, on nous disait c'est bien de parler une langue étrangère, les voyages forment la jeunesse, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment imaginé que ce n'était que de la richesse. Et ça circule beaucoup parmi les cercles d'expatriés, de Français, des amis français que j'ai connus à l'étranger ou des amis d'autres nationalités au Mexique, de se dire, nous, on a la chance, on est à la fois d'ici et de là-bas. Et moi, ce que j'en ai vu, c'est pas comme ça. C'est plus complexe que ça. On gagne et on perd. Et même au niveau de la langue, j'ai gagné à pulso, j'ai fait d'énormes efforts pour apprendre l'espagnol, pour écrire en espagnol, pour pouvoir avoir un peu de liberté dans cette langue acquise. Et pendant que je fais ça,
Je perds le français. Ouais, voilà. Je perds quelque chose, puisque je ne le pratiquais pas, comme certainement beaucoup d'entre vous, je ne pratique pas dans la langue dans sa vie, quoi. Là, je suis en France depuis 1 an, c'est fou comme ma relation à la langue s'est déjà enrichie. De nouvelles façons de parler, de choses qu'on entend à la radio, voilà, ça se nourrit. Et en étant au Mexique et en parlant français qu'avec mon compagnon, évidemment, que ce français se rétrécit, ou en lisant, hein, mais c'est pas pareil, lire. C'est un rapport à la langue. Voilà, donc bref. Je voulais explorer une complexité, c'est ni bien ni mal en fait. Et j'ai l'impression aussi que cette idée-là, que le multiculturalisme, c'est une richesse, c'est aussi une construction de distinction de classe, et mais c'est normal, c'est naturel, on veut tous se sentir supérieurs aux autres, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas vrai. Quelqu'un qui parle 5 langues n'est pas supérieur à celui qui parle qu'une seule langue. C'est juste un autre abordage de la réalité. Et donc, je voulais, à chaque fois, puisqu'on se donne cette possibilité dans le livre de passer du temps à réfléchir sur des choses qui paraissent évidentes, ça ne veut pas dire que je rejette ma double culture. J'en suis fière, j'en suis heureuse, et ça fait qui je suis. Et voilà, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est resté dans le même village toute sa vie, il a exploré des choses que moi je n'ai pas pu explorer. Et voilà, on n'a qu'une vie. Et voilà, c'est ces choses-là que je voulais. Moi, je crois que, comme conclusion, parce que puis après, une fois que je commencerai, disons, à poser des questions à Monsieur le Tellier, il va y avoir comme conclusion entre vous deux quelque chose, alors que j'ai préparé. Alors, je ne sais pas. Mais justement, dans les livres où il y a la 6e déclaration, je crois que de la forêt, alors de la Candome. Oui, c'est ça. Alors, en 96, n'est-ce pas? Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, et c'est la phrase « No morirá la flor de la palabra ». C'est une phrase absolument magnifique. Et alors, c'était très émouvant. Dans une de mes présentations en France, il y a un traducteur qui est venu, et c'est un des rares traducteurs qui traduit directement du nahuatl au français. C'est très rare, en général on passe par l'espagnol, en général tous les textes écrits dans des langues indigènes sont traduits en espagnol par des gens bilingues du Mexique, et ensuite et lui c'est quelqu'un de très très pointu qui traduit du nahuatl, et c'est très intéressant parce que il y a cette phrase dans son livre. C'est un livre qui traduit un très très grand poème de Nezahualcóyotl. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes ici du Mexique. C'est un poème, une épopée, je ne sais même pas vous dire quelle époque, mais enfin très important. Et il l'a traduit du nahuatl, et il met en relation dans sa préface alors la fleur dans la langue nahuatl et dans le poème de Nezahualcóyotl, c'est très important. Ça représente la parole, et dans les représentations graphiques, très souvent, les fleurs représentent aussi le langage, la relation au langage. Et il fait une relation avec cette phrase du subcomandante Marcos qui, dans un long discours, parle du fait que les peuples indigènes, les peuples indiens du Chiapas ont été maintenus dans l'obscurité pendant très longtemps. Mais pas seulement l'obscurité de ne pas avoir de visibilité, mais aussi opprimés, avec l'impossibilité de cultiver les terres sur lesquelles ils vivaient, victimes de très très grandes injustices. Enfin, le soulèvement zapatiste, il vient quand même d'une sensation de ya basta, nous faisons partie de ce pays et on est traités comme des citoyens de seconde zone. Les enfants, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau potable. Les logiques extractivistes qui aujourd'hui sont au top, mais ça commençait déjà à exploiter toutes les ressources du Chiapas, bref. Et donc il fait tout un discours qui dit aussi que ça fait... Le monde découvre en 1994 la lutte des Indiens du Chiapas, mais ça fait 500 ans qu'ils luttent. Ça fait 500 ans qu'ils résistent, puisqu'ils sont encore là et qu'ils ont supporté des forces extrêmement obscures.
Et il a cette phrase-là de dire, bon, c'est un discours aussi très très dur qui dit qu'ils écrivent depuis l'autre côté de la mort, qu'ils écrivent comme s'ils étaient déjà morts et que ce sont des fantômes qui prennent la parole aujourd'hui. Et il a cette phrase-là de nous sommes morts, mais la fleur de la parole ne mourra pas. Et donc c'est aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup lu Subcomandante Marcos et qui s'inspire de toutes ces lectures pour donner de la force à ce qu'il a à dire. Et donc c'est absolument extraordinaire que cette phrase-là, qui renvoie au passé préhispanique, devienne un slogan de la lutte politique d'extrême gauche et représente la lutte des zapatistes d'aujourd'hui. Je trouvais ça très très beau. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de retrouver cette interprétation dans le livre de ce spécialiste très 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 pointu, qui fait le lien entre son travail et la lutte des zapatistes. Donc j'ai trouvé ça très bon, oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, maintenant, je vais changer mon switch. Et donc, soyez tranquille, monsieur Letellier, je ne vais pas vous poser les mêmes questions qu'hier. Alors, soyez tranquille. Et très rapidement, je présente monsieur Letellier, écrivain français, mathématicien de formation, journaliste, diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris, auteur de romans, nouvelles, poésie, théâtre. Il est aussi l'auteur de formes très courtes, souvent humoristiques, dont ses variations sur la Joconde. Depuis quelque temps, naturellement, il préside l'Oulipo, et on ne va pas parler sur l'Oulipo, soyez tranquilles. Alors donc, si vous voulez, vous pouvez en passant. Et bien sûr qu'avec d'autres écrivains, alors il participe. Ah non, vous m'avez dit que vous ne participez plus. Alors au Papo, cette émission-là. En 2020, vous avez reçu le prix, le Goncourt. Alors justement pour l'anomalie. Et la première question que je vous pose, naturellement, comme celle d'hier, alors comment vous avez reçu cette nouvelle-là lorsque il y a, je ne sais pas qui l'a annoncé, alors je ne me rappelle pas très bien, le prix Goncourt pour monsieur Letellier. Comment vous l'avez vécu? C'est pas tout à fait la même question qu'hier, mais c'est assez proche quand même. Oui. J'ai reçu le Goncourt dans un contexte très particulier qui était celui du confinement et du Covid. Et donc j'étais en situation un peu spéciale puisque j'étais à l'époque j'étais allé le matin chez Gallimard et tout le monde était en Zoom. Donc ça veut dire que tout le monde... Excusez-moi, je suis malade. Et le fait de parler ne va pas améliorer les choses. Je ne vais pas forcer ma voix, si vous voulez bien, je vais parler normalement, sinon je vais tousser tout de suite. Et donc on était en Zoom, et surtout les jurés Goncourt étaient en Zoom. On n'avait pas à l'époque l'habitude du Zoom. C'est-à-dire que les jurés ne comprenaient pas très bien comment ça marchait. Sans vouloir les critiquer, ce n'est pas les technologues les plus avancés de la Terre. Et il y en avait un qui n'arrivait pas à appuyer sur le bouton pour parler, l'autre à qui son fils pour rire avait foutu un filtre chat. Et donc il a fallu avant même que la remise se fasse, que tout ceci devienne sérieuse. Et donc je l'ai reçu dans ces conditions-là. J'ai pas eu droit à ce qu'on appelle la forêt de micro de chez Drouan, qui est le restaurant où traditionnellement le récipiendaire du Goncourt va déjeuner après que son prix a été remis. Et donc, voilà, ça a été une remise un peu atypique, qui a eu l'avantage d'être presque télédiffusée, puisque c'était aussi un moment où chacun était devant son écran, chez soi, et la remise du concours s'est faite de cette manière-là, c'est-à-dire que le Zoom a été diffusé à 1 heure de grande écoute, il est remis en général vers midi, donc c'était un peu spécial. Bon, vous allez parler vous allez nous parler de l'anomalie. C'est l'histoire du vol 006
qui va de Paris à New York et que d'un coup, ce vol-ci se dédouble. Tout de suite, il y a des doubles qui apparaissent dans l'air, dans le temps, etc. Le même avion réapparaît 3 mois plus tard. Et là, nous découvrons votre créativité. Alors, donc, vous pouvez parler un tout petit peu de ce double-là, le laps de temps. Et alors, pourquoi 106 jours, je crois, non? Oui, 106. Et 106. Alors, bon, l'idée du double est un topos très fréquent dans la littérature. On le trouve depuis Gilgamesh. Gilgamesh se bat contre lui-même. On le trouve évidemment le double usurpation dans Sosie, dans Amphitryon. Et puis on trouve le double plus récemment dans la littérature entre le portrait de Dorian Gray, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le double de Dostoïevski, la nouvelle de Borges dont on parlait hier qui s'appelle Le même ou l'autre. Et dans l'Aleph. Et dans l'Aleph, voilà. Dans l'Aleph. Donc c'est un topos classique. Moi ce que je souhaitais traiter c'était la question du destin, c'est-à-dire de mettre un laps de temps entre le fait qu'un vol se pose. Les gens ont leur vie pendant 106 jours, et au bout de 106 jours, l'avion réapparaît. Et donc on a des individus qui surgissent et qui sont confrontés à d'autres, qui sont les mêmes qu'eux, parce que 3 mois n'est pas assez pour changer, mais c'est suffisamment longtemps pour tomber malade. 3 jours suffisent même. Tomber amoureux, se séparer, tomber enceinte, voilà. J'ai, d'une certaine manière, fait une sorte de, disons, de panel de toutes les situations possibles pour mes doubles. J'en ai choisi que 8, ça fait déjà beaucoup. Mon éditeur insistait tout le temps pour que j'en supprime, mais j'ai insisté pour tous les garder. Ces doubles ont chacun une vocation précise dans le livre. Traiter la question de la mort, traiter la question de la séparation, traiter la question du deuil, enfin, traiter la question évidemment de l'amour et de l'amour perturbé ou de l'amour qui naît. Et ça me permettait de le faire à travers une fiction qui était une fiction qui posait une question qu'on ne se pose jamais, c'est qu'on se pose rarement, qui est qu'est-ce qu'on accepte de partager avec soi-même. Au cas où on arrive chez soi, on peut partager son frigidaire, on peut partager les clés de sa voiture, on peut partager plein de choses, mais il y a des choses qui sont non partageables. Parmi les choses non partageables, il n'y en a presque qu'une, c'est la personne qu'on aime. Mais en fait, on peut partager son fils, bien qu'on l'aime, on peut partager ses parents, bien qu'on les aime, mais partager, même, parfois c'est bien, parce qu'on peut se répartir la visite chez les parents. Toi, tu y vas aujourd'hui, moi j'irai après-demain. Mais la question amoureuse est une question unique. Donc, cette question m'a paru intéressante. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on peut appeler une chose un peu rare en littérature. J'ai fait une distribution de films pour trouver, par rapport à une situation donnée, le sacrifice, le meurtre, quel était l'individu, le personnage le plus adéquat pour porter ce rôle, pour endosser la situation elle-même. Pour le sacrifice, j'ai pensé que l'idée d'une femme qui ressurgit et qui découvre que sa concurrente et sa sosie est, elle, tombée enceinte et donc attend un enfant avec son compagnon, c'est une femme qui doit disparaître. Elle se prépare, si elle reste avec cet homme, une vie infernale. Donc elle fait le choix de déconstruire l'amour qu'elle a pour son homme. J'ai imaginé pour celui qui va se tuer lui-même, enfin qui va tuer son double, j'ai imaginé un tueur à gages, parce que j'imagine qu'un tueur à gages a assez peu d'état d'âme. Peut-être à tort, hein, peut-être qu'il y a des... C'est des tueurs à gages Blake. Sentimentaux qui, Ouais. chaque fois qu'ils font un meurtre, pleurent comme des madeleines, mais ce n'était pas ce que j'imaginais. Et après avoir fait cette construction de la situation, du personnage, j'ai décidé de prendre un style littéraire correspondant à chacun des personnages. Finalement, on n'écrit pas un roman noir comme on écrit un roman d'introspection. Proust n'écrit pas comme Chandler, voilà. Donc j'étais dans une idée à la fois du pastiche, bon, pas trop pastiché parce que je souhaitais rester dans une sorte d'uniformité stylistique pour ne pas proposer trop d'expérimentalité,
Mais j'avais cette idée de proposer néanmoins pour que le lecteur lui-même s'y retrouve, parce que c'est vrai qu'on pense tout le temps au lecteur, comme le disait Neige. C'est cette idée qu'en permanence, on va lui proposer de se retrouver dans la narration par un style qui est tout à fait en correspondance avec l'histoire qu'on raconte. Et si d'ailleurs on voulait parfois, puisque c'est une sorte de tressage de nouvelles, si on veut les lire personnage par personnage, c'est presque possible. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas tomber dans l'expérimentalité. Mais si on veut les lire personnage par personnage, on verrait le style des parties Blake, on verrait le style un peu humoristique, comédie romantique britannique qui accompagne deux personnages, on verrait le style très introspectif qui accompagne une jeune monteuse, on verrait un livre très aussi introspectif qui suit un homme qui, à l'époque, est mon double, qui maintenant est plus jeune que moi, mais qui se pose des questions de vieillissement de manière extrêmement violente sur l'impression qu'il a que le temps sexuel lui est compté dans cette relation amoureuse qu'il a avec une femme. Et donc à chaque fois, on a cette unicité stylistique qui va accompagner les personnages. Et donc ça veut dire que le livre parfois a une dimension humoristique, mais si on devait suivre un personnage comme par exemple le commandant Markel qui ne cesse de mourir, il n'y a pas un seul moment où on a envie de sourire. Mais comme il ne ressurgit que 3 ou 4 fois, et qu'entre les moments de deuil et de douleur de ces moments où il est présent, il y a d'autres scènes qui sont des scènes soit d'action, soit des scènes plutôt humoristiques, soit des scènes satiriques même. Ça passe et ça donne une impression à la fois enfin ça donne, je ne sais pas si ça donne, mais mon idée c'était d'avoir une impression de fluidité dans la narration globale et simultanément une forme d'inventivité dans les systèmes permutatoires qui faisaient qu'un personnage surgissait, un autre réapparaissait, un autre personnage... Et c'était conçu comme ce que j'appelle, je ne sais pas si ça existe ici, mais c'est un Scooby-Doo. Le Scooby-Doo étant ces tressages que font les petits garçons et les petites filles qui sont des bracelets ou des colliers avec beaucoup de fils de couleurs. Et moi, j'avais autant de fils de couleurs que j'avais de personnages. Et d'ailleurs, je vais modéliser ça pour bien comprendre ce que j'allais faire. Je crois que... Alors, vous vous êtes servi d'un anagramme. Il y a Victor Misel. Je crois avoir lu, alors que c'est l'anagramme de... Méliès. Méliès, Georges Méliès. Je sais que vous aimez beaucoup le cinéma et le pourquoi de cet anagramme-là. Parce que Méliès est le premier à avoir fait apparaître le double au cinéma. D'accord. Méliès a fait apparaître le double au cinéma en obturant évidemment un côté de l'objectif, un côté du diaphragme, et en refilmant, en obturant l'autre côté du diaphragme. Et donc il pouvait comme ça faire un trucage minimal qui permettait de le confronter au double. Et ce qui est drôle, je ne l'avais pas expliqué, mais j'étais une fois dans une émission de radio avec une animatrice qui s'appelle Laura Adler, qui est une bonne lectrice, mais un peu confuse parfois. Et elle me dit, mais alors votre personnage de Méliès, et là je me dis, tiens, ça, donc l'anagramme est donc visible. Oui. Elle l'a vu. Oui, Voilà. c'est Elle ne vrai. l'a pas vu d'ailleurs, mais et voilà. Je vais vous poser une question, vous en tant que mathématicien. Pourquoi 106 jours? Ça veut dire que ça fait 53, Oui, mais 2 fois 53. Oui, parce que le dernier livre de Georges Perec s'appelle 53 jours. 53 jours, oui. Vous avez multiplié par 2. Voilà, parce que double. Mais en plus, ça me permettait une chose qui m'intéressait, qui était symbolique, qui était de faire décoller un avion en hiver. Et le deuxième se posait en été. Donc pour ces gens-là, ils ne connaissaient pas le printemps. Donc l'idée du renouveau, l'idée de tout ce qui accompagne l'imaginaire autour du printemps avait disparu pour eux. Et je trouvais symboliquement plutôt intéressant ce choix temporel, parce que ça permettait en plus un effet extrêmement choquant pour des gens qui sont censés se poser en mars et qui se posent dans la torpeur de l'été à New York. Quoi. Ils ne comprennent pas du tout, ils sont habillés pour se poser avec moins 2 ou 10 degrés, et d'un seul coup ils arrivent et il fait 25. Quoi.
Donc il y avait ce côté aussi un peu visuel pour moi, des gens pas du tout adaptés à l'arrivée. Mais c'était, les 106 jours, c'est d'abord ça, c'est-à-dire c'est 2 fois 53. C'est un livre expérimental, ça veut dire d'une expérience de pensée, en fait. Oui, mais je me souviens d'avoir lu une fois une interview très ancienne de H.G. Wells. H.G. Wells disait que la guerre des mondes, pour lui, c'était une expérience de pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si... Parce que ce n'est pas de la science-fiction, la guerre des mondes. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, enfin, qui n'est plus victorienne, parce que c'est son fils qui est tout pouvoir, mais dans l'Angleterre de 1896, dans laquelle débarquent des tripodes et autres monstres martiens, voilà. Donc en fait, c'est de la science-fiction sans être de la science-fiction, c'est-à-dire que ça se passe au moment où ça se passe. Pour moi, c'est ça l'expérience de pensée. Il propose de faire arriver dans un monde qui est quotidien, qui est vraiment le monde d'aujourd'hui, des êtres qui n'ont rien à y faire. Et c'est en ça que pour moi, ce terme d'expérience de pensée me paraît juste. C'est aussi quelque chose qu'on utilise en physique, la notion d'expérience de pensée. C'est ce qu'on appelle les jumeaux de Langevin. Ouais. C'est le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort ou vivant. Voilà. Ça, c'est une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va jamais faire une expérience avec un chat pour obtenir le chat de Schrödinger. Mais, néanmoins, ça permet de penser jusqu'à l'absurde, ce que donne une situation par rapport à des lois physiques. Et le chat de Schrödinger exprime la difficulté à comprendre la mécanique quantique, en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui est justement de l'ordre de la réflexion sur le réel du monde. La realidad. La realidad, voilà. Justement, vous avez dit que le destin, parce que j'imagine ce voyage-là, le 006, Paris-New York, etc., ça disparaît, puis après ça revient. Alors il y a les doubles, on se reconnaît dans l'autre. Et donc, vous avez dit que le destin est une vaste plaisanterie, voire une arnaque. Oui. Pourquoi? Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais à m'exprimer sur quelque chose qui me paraît aussi... En fait, je pense que il y a des centaines de destins interrompus qui ne deviennent pas donc des destins. C'est ça qui m'intéresse. Et je crois que j'ai dit ça dans plusieurs fois, mais j'ai au moins dit ça dans Le nom sur le mur. Oui. Parce que ce jeune homme est mort à 20 ans, et donc on ne peut pas savoir ce qui va lui arriver. Mais je pense en fait que le destin, et vraiment je le pense, cette métaphore me plaît vraiment, c'est la flèche, c'est fichée contre un arbre, et on dessine la cible autour. Et on dit, voilà, c'est ça, c'était le destin. Et je crois que c'est vraiment l'illusion qu'on a de ce qui doit nous arriver. En fait, on vit une vie extrêmement chaotique, avec des bifurcations, avec des rebroussements, avec des choses qui sont totalement inattendues et en permanence inattendues. Et on finit au bout du compte par se dire « ah, c'était mon destin ». Mais en fait, je ne crois vraiment pas à ça. Je crois que c'est le fruit à la fois du hasard et de la nécessité, comme dirait l'autre. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée qu'il n'y a pas de destin. Donc, qui plus est, je pense que ça retire à tout individu le poids de devoir réaliser son destin, qui est quand même un peu lourd, quoi. Et quand j'y pense, en fait, c'est aussi quelque chose qui est induit de l'assignation, c'est-à-dire de l'idée d'assignation. Ça nous est assigné par la société en général, les pères doivent devenir pères, les filles doivent devenir mères, on a les enfants de médecins doivent être médecins, enfin, il y a toute une série de règles qui sont non dites, et qui finissent par composer un destin, et on voit bien que ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est juste un mot qui ne devrait pas exister, mais il se trouve qu'on vient on vient d'une société issue de la mythologie grecque, dans laquelle absolument tout est résultat du destin, quoi. Cette idée qu'il y a un destin pour chacun. Et c'est en plus une sorte de prédestination qui me déplaît. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de prédestination. C'est une des raisons pour lesquelles, dans la notion de simulation, qui est celle de Nick Bostrom, donc cette idée que dans l'anomalie, j'explique que si l'avion réapparaît, c'est qu'en fait on vit dans un monde simulé.
et qu'il n'y a que dans un monde simulé qu'un avion peut réapparaître une deuxième fois, et que c'est un bug, ou c'est un test. Enfin, là, c'est possible. Si on est simulé, la simulation peut s'amuser à faire un truc comme ça. Tiens, je vais faire surgir un avion une deuxième fois. Voyons comment l'humanité réagit. Voilà. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Si on avait un jeu vidéo très complexe, on aurait envie de faire des trucs pareils. Quand on est enfant et qu'on joue avec une fourmilière, on met une allumette dedans. Voilà. Et voilà. Et donc, on transforme le destin de la fourmilière. Donc c'est ça, cette idée du chaos. Et quand on est maître du chaos, ça veut dire qu'il n'y a pas de destin. Le chaos intervient en permanence. Et l'idée de la simulation n'est pas contradictoire du tout avec l'idée du chaos. Au contraire, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas simuler à une distance longue. Ça s'appelle le théorème des trois corps. Ouais, c'est voilà. le minimal, le théorème des trois corps. On sait très bien qu'il y a trois corps et on ne sait pas dans l'espace s'il y a gravité, à quel endroit ils vont se trouver au bout de, une heure. Bon, mais si on réduit ça à l'infinitésimal et qu'on recalcule toutes les millièmes de seconde ou même au niveau du temps de Planck, c'est-à-dire à -10 puissance moins 43, là on est bon. On peut calculer d'un temps sur l'autre ce qui va se passer, y compris entre les êtres. Donc là, ça m'intéresse parce que c'est du chaos fin, mais c'est du chaos. Un peu comme on s'en fout de savoir comment coule du sable quand il sort d'un camion. On sait qu'il va faire à peu près la même motte, voilà. Mais on ne sait pas quel est le grain de sable qui va se trouver au-dessus. Jamais. Donc c'est cette idée du destin, le destin du grain de sable qui est au-dessus, qui fait « Ah, c'était mon destin d'être au-dessus du tas de sable ». Mais non, mon pauvre chéri, c'était pas ton destin. Il se trouve que dans la simulation ou dans le chaos, tu t'es retrouvé en haut. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Bon. Pourquoi, lors de vos présentations, et à chaque fois, c'est-à-dire vous faites allusion à la littérature de Borges? Pas toujours. Pas toujours. Ça, je pourrais dire oui, vous avez raison, par pure démagogie. Oui. Mais c'est pas. Mais vous l'avez lu? Mais j'ai lu Borges, oui, bien sûr. J'ai lu Borges. J'ai été invité du festival Borges il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, et j'avais été invité il y a quelques années aussi. Donc Borges fait partie des auteurs que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés, et qui abordent en fait beaucoup des sujets qui m'intéressent et qui parfois sont des sujets de ce que je peux appeler le fantastique, c'est-à-dire des idées qu'il pousse au bout, qui sont des idées dans lesquelles il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire assez rare. Je pense, je ne sais plus comment s'appelle cette nouvelle, mais c'est... Le livre de sable, il y a le livre des sables de, oui. de Je ne sais pas si c'est dans le livre de sable. Une nouvelle qui s'appelle... C'est l'autre. Oui, non, mais je ne pensais pas à celle-là, je pensais à une autre nouvelle dans laquelle un prisonnier voit passer un jaguar et comprend assez vite que dans le pelage du jaguar, c'est l'écriture de Dieu. Voilà. Et je trouve que ce genre d'idée, c'est une idée qui me parle. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'imaginaire qui va être directement cogné en moi, quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai une proximité avec ce genre d'imaginaire, le borgésien, y compris dans la fausse érudition, y compris dans l'humour qu'il peut y avoir. Je pense à Pierre Ménard. Voilà. Ce genre d'idée m'a nourri, au point d'ailleurs que j'ai fait une pièce de théâtre qui transforme en plaisanterie, qui dure 1h15, l'idée de Ménard, de la recopie du Quichotte, à qu'essaye de différence et l'analyse qu'il peut y avoir entre les deux textes. Et hier, vous avez dit en passant aussi, je crois que vous avez dit quelque chose de Flaubert. Oui, je fais partie des gens qui sont venus à la littérature avec Flaubert, et qui ont été très rassurés de voir dans les lettres à Louise Collet qui passait 1 heure sur un paragraphe. Voilà, ça me rassure. Voilà. Donc, et puis aussi... Il y a un écrit de Flaubert, Bouvard et... Ah oui, il y a aussi Bouvard et Pécuchet, oui, bien sûr, qui forcément parle à tout le monde et qui en plus est suivi par quelque chose de merveilleux, qui est le dictionnaire des idées reçues. Oui, c'est ça. Alors la somme des deux est quand même assez merveilleuse. Voilà. Il avait un côté très misanthrope, Flaubert, et ça le rend très sympathique dans le dictionnaire des idées reçues. Ouais. Il est un peu odieux d'ailleurs, mais moi j'aime bien. C'est un peu comme Ambrose Bierce avec le dictionnaire du diable. Je retrouve des choses qui me plaisent énormément là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors je sais que c'est un peu difficile de parler de soi-même, et donc lorsque tout le monde dit que
l'Anomalie, c'est le livre le plus vendu depuis le premier concours. Oui, c'est vrai que c'est le livre qui a été le plus vendu. Et alors? Qu'est-ce que ça change pour moi? Mes discussions avec mon banquier sont beaucoup plus agréables. Il m'arrive même de lui dire « mais tu m'emmerdes », voilà. J'allais Je dire... n'aurais jamais osé faire, voici 4 ans, voilà. Mais sinon, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que d'abord, j'étais pas pauvre avant, donc mon niveau d'aisance a augmenté. J'ai pu me débarrasser de mon fils qui était à la maison. Voilà, et je me posais pas tellement de questions déjà avant sur ce que j'allais écrire après. C'était pas grave que ça soit pas très commercialement rentable, donc je n'avais pas ce genre de questionnement. Donc ce que ça a changé, c'est pas au niveau de la vie quotidienne, c'est la visibilité nationale et internationale, ça c'est une évidence. C'est-à-dire l'impression que d'un seul coup on est passé d'un écrivain qui est un écrivain hexagonal à un écrivain qui a largement dépassé cette place-là. Une surprise, l'augmentation du syndrome de l'imposteur. Ah voilà. Oui. Ouais. Quand même, faut pas. Si ça n'augmente pas, c'est grave. Voilà. Et puis simultanément, le plaisir quand même de voir les livres traduits, des livres antérieurs traduits, de voir la reconnaissance d'un travail assez ancien aussi accepté. Enfin, il y a quelque chose quand même d'un grand plaisir d'auteur à arriver à ce niveau rare de notoriété. Donc, c'est pas la peine de bouder son plaisir et de se montrer coquet en faisant non, non, non. Non, c'est pas vrai. C'est un vrai plaisir. J'ai eu une chance aussi énorme, c'est que je suis membre de l'Oulipo. Donc, membre de l'Oulipo, ça veut dire qu'à l'Oulipo, il y a des génies qui n'ont jamais rien vendu. Voilà. Il y a Queneau est oublié. Ouais. Vraiment, enfin, c'est dommage, c'est un formidable auteur. Mais Pérec a été vendu. Pérec est un très grand auteur. Je pense que les ventes de Pérec ne sont pas aussi grandes que ce qu'on croit. C'est un auteur pour écrivains presque. C'est quelqu'un que les écrivains lisent, mais que les auteurs, que les lecteurs se précipitent pas pour acheter un livre de Pérec. Je ne devrais pas dire ça, mais il n'y a aucun membre de l'Oulipo présent, donc je peux le dire. Mais c'est vrai qu'on apprend à une grande modestie sur les destins des livres. Je suis allé à Montevideo avant-hier et je suis descendu dans une librairie poussiéreuse d'ailleurs où ça ne m'a pas amélioré mon état. Mais j'étais dans cette librairie où il y avait des milliers et des milliers de livres. Et je ne sais plus qui disait que c'est Thomas de Quincey dans de l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts, où il dit qu'il rentre dans une librairie et il voit tous ses livres et il se met à pleurer. Et il pense au grand Darius qui regarde son armée et qui se dit tous ces formidables soldats qui vont bientôt mourir. Et, voilà, c'est un peu ça les librairies et c'est un peu ça les bibliothèques, c'est-à-dire que c'est des énormes auteurs qui disparaissent, voilà, et avec une incertitude sur le destin, c'est-à-dire, mais est-ce qu'on connaîtrait Rimbaud si un certain nombre de concours de circonstances n'avaient fait réémerger son œuvre oubliée? Est-ce qu'on connaîtrait Bach si qui l'a fait sortir, qui a fait émerger Bach, je ne sais plus. Enfin, Bach était complètement oublié. Oui. Voilà. Mendelssohn? Non, j'ai dit une bêtise. Non, je ne sais pas. Voilà. Mais on voit bien que le destin artistique des œuvres est très aléatoire. Oui. Donc évidemment, et très injuste. Donc lorsque on fait partie de cette injustice, mais qu'on en est un bénéficiaire, il serait très de mauvais goût, en plus, d'aller critiquer cette injustice, quoi. Donc, moi, je suis dans cette position de dire, tant mieux, ça me permet d'écrire des livres et que ces livres soient lus, y compris quand ce sont des livres qui sont des livres plus engagés, plus politiques, et de toucher des gens que je n'aurais pas touchés sans le concours. Donc, nous allons passer à l'autre livre, Le nom sur le mur. Ah, voilà. Et justement, un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc, vous avez commencé ce livre en disant, c'est par la mort d'André Schex, on prononce le X, non? Alors, que l'on commencera, puisque c'est elle qui donne naissance à ce livre. C'est-à-dire qu'une mort qui donne naissance. Oui.
Alors, vous pouvez raconter comme ça sommairement alors, l'histoire du pourquoi de ce nom sur le mur? Alors, ça c'est le deuxième chapitre. Et d'ailleurs, juste avant cette phrase, il y a une phrase qui est « Les auteurs de jadis commençaient sereinement leur livre par la naissance du héros. » Oui. J'ai mis ça. Et j'attendais des remarques, j'en ai jamais eu. Mais c'est la phrase qui débute un livre de Lucien Rebattet, qui est un véritable un connard collaborationniste et antisémite, et qui commence un livre qui n'est pas mauvais d'ailleurs, qui s'appelle « Les deux étendards ». Et donc j'ai gardé cette phrase de début en me disant, il y a peut-être un spécialiste de Rebattet qui va voir que j'ai pris le début des deux étendards. Personne. Même Pascal Horry, qui est un copain, qui est spécialiste de la collaboration, des écrivains de la collaboration, n'a pas vu cette phrase. Bon, on ne peut pas connaître tous les débuts des romans. Et la première phrase en fait du roman. Je cherchais une maison natale. Je cherchais une maison natale. Ça me paraissait une bonne définition de mon projet, c'est-à-dire dans un livre antérieur qui s'appelait Toutes les familles heureuses, j'explique ma difficulté avec la relation maternelle, paternelle, enfin l'absence d'ascendance, enfin la sensation de ne pas avoir d'ascendance véritablement, où elle est extrêmement confuse, ou en tout cas j'ai pas d'attachement à mon ascendance. Donc tout va vers le bas, vers mon fils, vers mes amis, enfin quelque chose qui est en tout cas qui ne va pas vers le haut. Et donc l'idée d'aller chercher une maison natale, c'est quelque chose de fantasmé, c'est quelque chose qui va en direction d'une quête de racines, voilà, que je n'ai pas. Donc c'était quelque chose que j'avais dit à l'agent immobilier. Quand on dit ça à un agent immobilier, il vous regarde bizarrement. Mais je suis tombé sur un agent immobilier qui m'a dit « je vous comprends ». Et il m'a fait, j'avais jamais vu ce garçon, il m'a appelé, il me dit « j'ai une maison pour vous » et je suis arrivé dans cette maison et c'était ma maison natale. Voilà. Donc c'était ça l'idée, c'était d'avoir une maison natale. Et puis pendant le confinement, parce que j'avais acheté cette maison en 2016, pardon, en 2016, pendant le confinement, on est sorti pour déjeuner assez souvent sur le mur qui donne sur la rue. Enfin, sur la façade qui donne sur la rue. Il y a un petit cour intérieur, il y a un grand platane auquel je suis allergique, je le sais. Mais ça fait rien, j'ai pas fait couper le platane, il a 150 ans, donc je n'avais pas commencé à faire des travaux de fou. Mais j'ai vu que sur le mur, dans le crépi, il y avait un nom marqué qui était André Schex. Et puis on se demandait avec les amis qui était cet André Schex. Et un jour, en revenant de la boulangerie, j'ai vu que sur le monument aux morts, il y avait marqué André Schex, 1924-1944. Donc j'ai compris que c'était un résistant qui était mort à 20 ans. Et comme on était en 2020 à ce moment-là, c'était vraiment le confinement, je me suis dit, peut-être que je ferai quelque chose pour son centenaire. Et puis j'ai eu le Goncourt. Le Goncourt a changé un peu des choses parce que moi qui étais dans ce village où j'avais acheté cette maison de campagne et qui, pour résumer, était l'écrivain parisien qui se croit et qui n'a pas de racines dromoises et qui a une maison de campagne, bon voilà. D'un seul coup, je suis devenu dromois d'adoption tout de suite. C'est-à-dire, voilà. Le Dauphiné libéré avait titré « Le dromois Hervé Le Tellier reçoit le prix Goncourt ». Donc, le dromois, voilà. Voilà, j'étais là depuis 4 ans. C'était très bien, tant mieux. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée, une bonne action de parler de ce résistant. Parce que arrivait le centenaire quoi, en 2024, et que je trouve que parler d'un jeune homme qui meurt à 20 ans, inconnu, oublié dans le village, c'est-à-dire il y avait son nom sur le monument aux morts, mais toute la famille était partie parce que c'était des boulangers, et quand leur fils était mort, ils n'avaient pas voulu rester là, ce qu'on peut comprendre, donc ils étaient partis. Et je me suis parti donc à la recherche d'un peu d'informations sur lui. Et quand je dis que j'ai eu le Goncourt, ça a aussi changé des choses vis-à-vis de ce que j'obtenais. C'est-à-dire que je disais bonjour, je suis Hervé Le Tellier, ah bonjour. Et donc la plupart des gens étaient prêts à me répondre et à m'aider sur une enquête qui était une enquête un peu compliquée parce que je ne connaissais pas du tout les biais pour arriver à André Schex. Parce que les Schex avaient vraiment disparu, personne n'avait gardé la trace d'eux, c'était il y a 80 ans, on ne sait pas où ils étaient. Et je suis tombé sur une association de défense de la résistance, ou de mémoire de la résistance, qui m'a donné une petite boîte. La petite boîte était grosse comme ça, c'était vraiment une toute petite boîte, sur laquelle il y avait marqué André,
et dans laquelle il y avait tout, c'est-à-dire il y avait son fume-cigarette, il y avait sa Que carte d'identité, c'était une douille. fait dans un morceau, Dans un morceau de douille. Ouais, c'est un copain qui, moi j'ai pas vu, hein. Ouais, C'est un copain qui regarde le fume-cigarette qui me dit c'est une douille ça. une douille. Et je crois que c'est un Moser. Génial. J'ai des copains, ils sont parfois très très forts dans des domaines qui m'étonnent. Et puis je fais vérifier, c'est une douille de Moser, ouais. Et il y avait plusieurs photos aussi. Il y avait beaucoup de photos, il y avait une petite boîte. C'est une boîte, c'est assez rigolo, c'est une boîte Un truc Vichy, non? Des pastilles. de pastilles contre pastilles contre la constipation. La constipation. Et qui s'appelle Fructine Vichy. Ce qui est quand même assez drôle pour un résistant, quoi. Il avait une boîte Fructine Vichy dans sa poche, et dans lequel il y avait des dizaines de petites photos minuscules, de planches contact découpées. Il y avait sa carte d'identité, sa carte de travail, son permis de chasse, voilà. Et puis des photos Quelques photos avec Simone. des photos aussi. de lui avec sa fiancée, et surtout à l'arrière des photos avec sa fiancée, des mots écrits pour sa fiancée, des mots écrits à ses parents. J'avais pas de mots écrits à sa fiancée, je pense que voilà. Et première découverte donc, et après j'ai une deuxième découverte, c'est que je suis allé, j'ai découvert que la fille de sa fiancée, Simone Régnier, la fille de Simone Régnier, qui s'appelait Christiane Jouve, habitait encore pas loin, Dieulefit. Dieulefit. Et donc, je l'appelle, je lui dis bonjour, je travaille sur André Schex. Je lui dis, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'ancien fiancé de votre mère. Elle me dit, mais si, je sais. Et donc, je vais la voir, et elle me tend une enveloppe rouge dans laquelle il y avait des dizaines de photographies en plus, et qui étaient des photographies que sa mère avait conservées de elle et André Schex. Et sa fille me dit, j'aurais tellement préféré être la fille d'André Schex plutôt que la fille de mon père. Donc j'ai trouvé ça un peu russe parce que ça donnait quelque chose de l'idée de ce qu'ils avaient vécu dans cette famille. Parce qu'elle, elle était née en 1946. Donc on sent l'accident, quoi. Et la mère de Christiane, donc Simone Régnier, n'a pas eu de deuxième enfant. Voilà. Donc ça dit aussi quelque chose à l'époque d'une famille un peu compliquée, quoi. Bon, voilà. Et donc je me suis retrouvé avec tous ces documents, et s'est posé à moi la question de savoir comment j'allais faire avec ce livre. Et je pensais à ce que disait Neige, on ne sait jamais ce que devient un livre, et ça n'appartenait à aucun genre en particulier. Je ne voulais pas faire un livre historique, parce que je ne suis pas historien. Je ne voulais pas faire un livre sentimental axé uniquement sur l'histoire d'André et de Simone, parce que je n'avais pas vraiment assez de choses, et je ne voulais pas faire un roman. Je ne voulais vraiment pas romancer. Donc je n'invente rien, jamais. Je fais des propositions, c'est-à-dire je dis il est possible que, parce que j'ai la preuve que c'est possible que. Voilà. Et j'ai fait une sorte de récit qui mêle à la fois l'histoire locale, une réflexion sur le nazisme, une réflexion sur l'engagement, la vie intime de André Schex et de Simone, et la vie du père de Simone qui est aussi engagé dans la résistance et qui meurt quelques jours avant la mort de son fiancé. Donc c'est quand même... Parce qu'elle vit est très très rude. Et je voulais aussi avoir une réflexion qui porte sur des questions intimement politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le nazisme est possible. Donc il y a un chapitre complet consacré à des choses qu'on connaît, hein, qui sont les hommes ordinaires, qui sont la réflexion qu'on a sur la force du groupe, la pression des pairs, la violence des groupes qui est tellement supérieure à la violence de l'individu que l'individu est capable de commettre des actes sous la pression des pairs qu'il n'aurait jamais commis seul, évidemment. Et cette réflexion m'a conduit à faire un chapitre complet consacré à ça. Et bien sûr, j'ai posé deux questions assez naturelles. C'est qu'est-ce que j'aurais fait à son âge, en posant la même question au lecteur, enfin, tout en posant pas vraiment la question, mais en me posant la question, en me disant que si je me pose la question, le lecteur se la pose. Et deuxième question, qu'est-ce que je faisais à son âge, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais fait en 1944 et qu'est-ce que je faisais moi dans les années 77, voilà, quand j'avais 20 ans. En comparant un militantisme pas très dangereux avec un militantisme où on risquait de mourir. Et en rappelant toujours quelque chose qui me paraît important,
c'est qu'on a une vision complètement transformée, disons, historique de l'époque. En 1943, quand on rentre dans le maquis, on ne sait pas ce qui va se passer. Les Allemands peuvent encore gagner la guerre. Il se peut très bien que les Américains signent une paix séparée avec les Japonais. Il se peut très bien qu'ils ne débarquent pas sur le territoire national. Voilà, toute une série de choses ne sont pas du tout réglées. Il se peut très bien que que la Russie, que l'URSS s'effondre. Ça n'est pas joué. Donc ce sont des gens qui rentrent dans le maquis sans aucune garantie sur leur futur. Aujourd'hui, on se dit toujours, oui, et bien sûr, 2 ans plus tard, la France était libérée. Ok, mais c'est grâce à eux et c'est une vision a posteriori qu'on a de l'histoire qui, lorsqu'elle est en train de se faire, est beaucoup plus terrifiante que le réel de ce qu'on a aujourd'hui avec le recul. Donc c'était ça que je voulais un peu mettre en avant. Et ça fait un livre un peu compliqué, un peu bâtard, mais auquel je trouve une certaine cohérence, parce que j'ai réussi à y dire en peu de place ce que je voulais dire. J'ai eu la question qui s'est posée à moi, quelle longueur je voulais pour le livre, et j'ai voulu un livre court parce que je pensais qu'un jeune homme qui meurt à 20 ans, il fallait un livre court pour qu'il y ait une sorte de frustration, pour que ça corresponde en fait à la brièveté de sa vie. Je ne voulais pas étendre justement par un processus narratif un peu gênant pour moi, qui aurait été développer des parties fictionnelles, inventer des choses qui n'existaient pas. Je ne voulais pas prolonger le livre au-delà de sa nécessité. Donc ça, j'aime bien ce côté un peu ramassé. En plus, il y a des photographies, il y a des... Voilà. J'ai décidé de mettre les photographies dans le livre. Mais toutes les photos qu'il y avait dans la boîte. Ouais, j'ai pas tout mis. J'ai mis à peu près un quart, mais parce que sinon ça faisait vraiment soirée photo. Hein. Ok, bien sûr, des photos. Mais je voulais quand même en mettre pas mal parce que on peut pas dire à un lecteur, j'ai trouvé une boîte avec des photos, mais tu les verras pas. Voilà. Ouais, Donc voilà. je voulais vraiment que le lecteur découvre, comme moi j'avais découvert cette boîte, et voit ce qu'il y avait à l'intérieur, y compris des choses très troublantes comme les photographies où on le voit poser avec sa fiancée sur un puits, sur une margelle de puits. Voilà. Et on a fait un documentaire d'ailleurs sur ce livre, un documentaire qui est fini, qu'on présente à Pessac la semaine prochaine. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a retrouvé exactement chacun des lieux des photographies. Et c'est pas facile parce que le puits a disparu, par exemple. Et on a retrouvé que c'était au château de Grignon, on a retrouvé... Et donc on est exactement au même endroit, avec le même cadrage, et on arrive à insérer la photo à l'intérieur et à faire ressurgir le puits. Et ça, c'est pas mal. Il y a un côté temporalité et éphémérité des choses qui est visible, et je trouve ça touchant. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Mais alors pour moi, je sais que il y a Ezequiel qui me propose toujours des rencontres un peu difficiles, très difficiles. Alors donc, je vous ai dit tout à l'heure, alors que ce matin, lorsque je prenais ma douche, alors je me suis dit quel est le lien entre ces 2 écrivains-là. Et donc, et moi je crois qu'il y a un jeu de miroir. Dans votre cas des femmes, j'ai pensé à la dernière partie quand il y a le bus et se reconnaître dans l'autre. Et vous, que vous travaillez toujours l'autre et le double. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas lu le livre de... J'ai très envie de lire ce livre sur... Ce n'est pas André comme à la Scheck, grande librairie qu'il faut lire tous les livres. Ouais. Alors, c'est pas la même chose. Ça me fait penser à Sebald aussi, la façon... Non, ils ébattent dans Austerlitz. Oui, puis cette idée que le lieu est hanté par les fantômes du passé, les photos, des espèces d'enquêtes... Austerlitz, sans les photos, c'est moins intéressant. Bah, oui et non. Moi, Ouais. je trouve que ces photos, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que... Bah, moi, je suis pas très visuelle, en général, ça m'intéresse pas trop. Et je me suis beaucoup questionnée sur... des fois, c'est des photos, c'est une maison avec un jardin, ça pourrait être n'importe quoi, Ouais, en fait. bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est, quand on lit lecteur, le surgissement Ouais. d'un matériau on peut... C'est comme un surgissement un peu du réel, un bien espèce sûr. de truc intransformable, intransformable par tout ce qu'on va en dire et ce qu'on va en faire. C'est exactement ce Et- que tu fais d'ailleurs, toi. Oui, c'est ce que je fais un peu avec mes archives, Ouais. effectivement. C'est l'idée en tout cas, parce que
j'aurais même mis des photos. Hein. Oui, c'est ce que je pensais. J'ai choisi de les décrire parce que si j'avais publié mon livre au Mexique ou en Argentine, je pense que j'aurais pu faire tranquillement mes photos. Et c'est très très intéressant. Là, pour le coup, ça n'aurait pas été anecdotique les photos. Parce que j'ai vraiment 2 fois la même photo. Il y a une photographie que tu décris en particulier, qui est une fête de famille. Ouais. Non, c'est une photo de famille. C'est-à-dire mon beau-père avait orchestré, on est allé chez le photographe, et on est là les 4 enfants avec lui et ma mère, et il y a une photo qui a été prise il y a 3 ans de lui avec sa nouvelle famille, qui est la même... Même photo. C'est pas la même photo parce que lui il a 20 ans de plus, 30 ans de plus, mais il a 4 nouveaux enfants avec une femme qui ressemble. Enfin, c'est vraiment assez... Ça aurait été horrible et génial, mais j'ai pas pu me permettre de faire ça. Mais pour revenir à votre question, c'est sûr c'est ça qui est magnifique quand on lit, il y a toujours des choses qui circulent et on est traversé par des quêtes universelles. La question du destin, tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça m'a rappelé Piglia qui disait que le point commun entre la psychanalyse et la mythologie grecque, c'est que ce sont des systèmes qui font que nos vies mondaines et triviales et sans intérêt, tout d'un coup, on se retrouve pris au milieu de choses qui ont l'air très importantes. Ouais, voilà. Hein, la mythologie, ça donne de l'importance on se donne de l'importance à nous-mêmes et on rend nos vies comme dans la psychanalyse ou des drames minuscules familiaux. Tout d'un coup, ça devient comme Oedipe et Antigone et je ne sais quoi. Et la littérature fait ou ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans... il y a une pulsion quand même de créer du destin. Voilà. Si on y résiste, ça devient tout d'un coup la dynamique du livre aussi, quoi. Comme conclusion, ça veut dire qu'entre vous deux, il y a des histoires entrelacées. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné. Merci beaucoup. Madame, vous avez signé. C'est de Van Rulo, estamos en acción.